Ah ouais. Tout ce qui est de plus classique, hein. Vraiment, hop, donc je vais réduire tout ça pour Twitch. Tac. Bon, je laisse le chat apparaître si jamais il y en a qui ont des questions. Je vais mettre que j'y réponds pas ou que j'y réponds que après la session. Mais si jamais, hop, on est pas mal. Je vais me faire un message tout prêt pour le chat. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on se focalise sur l'interview. Je répondrai aux questions après si j'en ai le temps. Mon prochain live. Bon bah c'est parti. Du coup c'est bon. Je pense que je vois bien. Je vais nous mettre tous les deux là. On se voit sur Twitch. Fais voir ta petite les investisseurs 4.0. C'est bon, je vois très bien aussi. Le micro marche. Je fais un dernier petit test. Je vais aller voir sur Twitch si on nous voit bien. Et après c'est parti. Ok, c'est parti. Et bah bonjour à ceux qui sont déjà là d'ailleurs, puisque il y a déjà quelques personnes. Et bah c'est Eh ben parti bonjour, Paco. Je t'écoute. c'est top. Attends juste une seconde, moi je vais juste... Vas-y. Donc ce matin, ça va être l'interview avec Paco. On va rejoindre la session. Ouais, Ok. tu m'entends? Ouais, c'est bon, ça remarche. Ok, non, parce que j'ai eu un message d'erreur, donc je peux Moi juste aussi, être j'ai eu sûr le que c'est même là bon. sur le son, apparemment. Yes, ok, c'est parti. Ouais, bah c'est cool. Bah écoute, on attaque. Ouais. Salut Thibaut, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour, ouais, merci beaucoup. Bonjour Paco. Merci de me recevoir. Et un épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'on est en direct de Twitch. Donc bonjour à la communauté, ta communauté Twitch Ah ouais. également. Bonjour à tous. Merci à ceux qui passent. Et puis, il y en a pas mal qui regarderont par replay, hein, surtout à cette heure-là, 10h30. Il y en a quelques-uns qui bossent quand même. Ouais, c'est clair, on espérait quoi. Ça marche, ça marche. Non, mais c'est cool. Bah, écoute, je te remercie de ton temps, de participer à cette émission. Moi, je voulais parler avec toi d'impôts, évidemment. Nous, on est une chaîne, en fait, donc, de personnes qui cherchent à créer du patrimoine avec des obligations professionnelles, familiales à côté. Donc, des gens qui essaient pas forcément des professionnels de l'investissement, mais des gens qui cherchent à être un peu plus informés et actifs dans la création de leur patrimoine. Et Mhm. je voulais parler avec toi du coup du sujet de l'impôt, parce que c'est vrai que l'impôt en sens général, il y a beaucoup de points de contact dans la vie d'un investisseur. Et c'est toujours bien de savoir exactement à qui on a affaire, comment mieux fonctionner dans cette relation avec l'administration fiscale, etc. Quoi savoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les bons automatismes. Et donc, je voulais profiter de ton point de vue un peu unique là-dessus et de ton expérience pour découvrir un peu voilà, qu'est-ce que tu veux nous donner quelques conseils peut-être, en tout cas en discuter avec toi autour de ce thème-là. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore Ah oui, forcément? oui, bien sûr, oui. Bon alors moi aujourd'hui j'ai créé et je gère un site qui s'appelle corrige-ton-impôt.fr. Bon, j'en parlerai après. À la base en fait j'ai travaillé dans ce qu'on appelle un cabinet de gestion de patrimoine. Donc c'est un cabinet où on gérait surtout des clients avec des gros patrimoines. Et moi je faisais ce qu'on appelle le back-office. C'est-à-dire que j'étais en retrait, je faisais que les études. Les études fiscales, les études successorales, beaucoup de déclarations d'impôts. Donc c'est un métier où on voit pas beaucoup les clients, mais il faut être très très technique et au courant de tout ce qui se passe, pour aimer les calculs, etc. Et donc je suis parti de ce cabinet où j'étais responsable des études patrimoniales au bout de 6 ans, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, j'avais une vraie expertise là-dessus, et donc j'ai donné des formations au début. Donc des formations à des banquiers, des experts comptables, des conseillers en gestion de patrimoine sur la fiscalité, le droit des successions et la fiscalité de l'immobilier. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, même les professionnels, ils avaient plein de choses qu'ils voulaient savoir ou qu'ils découvraient. Et donc, j'ai créé le site vraiment par hasard, hein. Moi, j'y connaissais rien, hein.
C'est-à-dire, j'ai tout le temps les mêmes questions où il me dit: «Ah bah ça, cette astuce, faudrait me la renvoyer». Donc, mon idée, c'était d'envoyer des liens pour chaque sujet, faire un petit article où expliquer les astuces ou les astuces d'une déclaration d'impôt et envoyer le lien à chaque fois que j'avais la question, quoi. Et Google l'a référencé tout seul, hein. Moi, j'y connaissais rien. Et donc, on va dire qu'au bout d'un an, il y avait 10 000 personnes par mois. Et puis là, aujourd'hui, on est à 30 000 par jour, quoi. Donc ouais, on est 10 millions par an à peu près. Donc j'ai pu tout arrêter, hein, clairement. Parce que quand on a une audience comme ça se monétise d'une manière ou d'une autre, hein, avec des e-books, la vente de livres, etc. Et donc Ouais. aujourd'hui, bah, je me consacre entièrement au site qui est suivi. On va dire la moitié, c'est des particuliers, je pense. Il y a un bon 30%, c'est des experts comptables. Et puis après, on a pas mal de professionnels, que ce soit des avocats fiscalistes, des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Avec voilà, principalement des articles sur la fiscalité, pas mal aussi sur l'immobilier, la succession et un petit peu sur la gestion de patrimoine. Ma spécialité étant réellement l'impôt des particuliers du coup. C'est ça, c'est ce sujet-là où on n'a pas beaucoup de gens spécialistes en France. C'était un peu la niche quoi entre guillemets, hein. Ouais. Puisque voilà, on a je sais pas, les experts comptables sont spécialisés de la fiscalité du professionnel. Mhm. Et il y a que 2 mois dans l'année où il faut qu'ils se spécialisent du particulier pour les déclarations. Donc c'est dur pour eux d'être très précis sur ce sujet-là. C'est normal, hein. Genre, moi, j'y passe ma vie et j'en découvre tous les jours. Donc, les conseillers en patrimoine, ils ont une vision plus globale, ils connaissent les produits. Un avocat fiscaliste, il est plus dans le droit. Le notaire sur la succession. Tu vois, on a vraiment personne sur ce sujet de la fiscalité du particulier. Et c'est dommage parce que, comme tu l'as dit, bah, au niveau du rendement, si j'ai un bien Mhm. immobilier, j'ai beau le louer très bien, etc. Si je déclare mal, je vais payer beaucoup trop d'impôts et mon rendement va s'affaisser. Au niveau de mes placements financiers, si j'en choisis un avec une fiscalité qui n'est pas adaptée, même si c'est un très bon produit, je vais payer beaucoup d'impôts et je vais perdre en rendement. Donc Ouais. l'impôt, comme tu dis, il y a, je ne sais plus comment tu as formulé ça, tu as dit, il y a, ça a à voir avec la gestion de patrimoine, mais c'est même très très lié parce que toute la notion de rendement va énormément dépendre de l'impôt sur beaucoup de placements. Donc, et de comment on Ouais. déclare surtout. Donc comme on est en plein dans la déclaration, c'est le bon moment là, ouais. Ouais. Non, mais c'est cool. Ouais, c'est intéressant aussi dans ton parcours, tu étais en fait au back office parce qu'on aurait pu imaginer bah, que voilà, tu es monté, on arrive à avoir plus de contact avec les clients. Et toi, en fait, tu t'es spécialisé, tu es resté sur l'aspect technique finalement dans ce Ouais, cabinet-là. ouais, après, comme partout, hein, mais en gestion de patrimoine, on a pas mal de ce qu'on appelle des vendeurs de tapis. Donc déjà, moi, j'ai toujours détesté ça, hein, des gens qui vendent un produit immédiatement. Et puis Mhm. après, bah, c'est comme tout, c'est-à-dire que si t'es pas en back-office, mais que tu vends aussi des produits, bah, il faut gérer tes clients, il faut apprendre à vendre un produit, et donc tu passes du temps à développer ses compétences, mais du coup, t'en passes moins à te spécialiser sur la fiscalité, sur l'aspect technique. Tu peux pas être bon partout, quoi, hein. Donc Ouais, moi, voilà, je vais vraiment à fond sur l'aspect technique, et du coup, t'es obligé de t'y consacrer entièrement, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible, quoi. Donc ouais, je ouais. suis resté vraiment sur le back-office. Et puis j'étais un très mauvais vendeur, tu vois. Donc comme ça m'allait très bien aussi. Ouais, non, mais c'est super parce que c'est vrai que du coup, ça te donne aussi une idée de quand quelqu'un, et moi, c'est souvent le réflexe que j'ai quand un CGP arrive et a l'air de connaître tout sur tout et dit qu'il connaît tout sur tout. On se méfie C'est pas forcément possible. C'est voilà. ouais. Même un Et c'est CGP, je veux dire, il y en a qui sont très bons sur la fiscalité, il y en a qui sont très bons sur l'immobilier, sur le financier, mais j'en connais aucun qui est bon sur tout. Ça n'existe pas. C'est pas possible. ouais. Ouais, 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 il y a anguille sous roche quand tu entends ça, quoi. C'est ouais, forcément, faut faut se se méfier, méfier. ouais. Ça marche. C'est cool. Je voulais peut-être commencer peut-être pour poser le cadre en fait sur des aspects peut-être pratiques, enfin vraiment basiques sur comment fonctionnent peut-être aujourd'hui en France les impôts de manière générale et quand est-ce qu'on a finalement à faire avec les impôts dans notre vie, peu importe notre activité, mais en général, la majorité des cas, c'est des gens enfin, des personnes qui ont un salaire et puis après ils développent peut-être d'autres activités connexes. Mais euh, la relation avec les impôts, c'est quand c'est juste on déclare, quand on déclare seulement, il y a d'autres rendez-vous dans l'année qui sont importants. Comment de manière Ouais, générale, en fait, t'interagis avec les impôts? bon, clairement, le grand moment, c'est en ce moment, hein, c'est avril-mai, c'est le moment de la déclaration, hein. Dès lors qu'on n'est Mhm. plus rattaché chez nos parents, tout se passe, on va dire là, parce que c'est le. Alors, il y a d'autres moments, hein, il y a les impôts fonciers en fin d'année, mais tout ça, je veux dire, c'est impôts fonciers, taxation, il faut surveiller un peu, mais c'est automatique, il n'y a pas trop d'erreurs.
Donc par contre, je pense que là où il faut s'intéresser, connaître et être vigilant, c'est maintenant, là, hein, c'est en avril-mai, puisque ben il y a la déclaration d'impôt, et c'est ça qui va déterminer le montant de l'impôt qu'on va payer. Et ben on va voir, c'est dans cette déclaration d'impôt que c'est très important, puisque je schématise un peu, mais grosso modo, tout ce qui va nous faire payer de l'impôt est déjà rempli par le fisc. Et tout ce qui nous permet d'en payer moins, c'est-à-dire toutes les astuces qu'il faut connaître, les niches fiscales, et il y en a des tonnes, c'est à nous de les connaître et d'aller remplir des cases et parfois même d'aller corriger les montants qui sont pré-remplis par le fisc. Donc toutes ces choses-là, c'est à vous de les connaître et c'est à vous d'aller faire le travail pour réduire l'impôt. Et donc voilà, quelqu'un qui s'y intéresse pas, ou maintenant on a ce qu'on appelle la déclaration automatique. Je sais pas si tu as vu, c'est la nouvelle lubie du gouvernement depuis 2 ans, c'est de dire voilà, si vous n'avez pas trop envie, vous pouvez cliquer sur déclaration automatique, ça se valide tout seul, il n'y a rien à faire, c'est terminé. Sauf que ça, bah, vous passez à côté potentiellement de toutes les niches fiscales, hein. Donc il faut vraiment se plonger dedans, aller voir selon la situation de chacun ce qui se passe et puis optimiser à ce moment-là. Il y a des grosses. Donc pour moi, le premier gros rendez-vous, il est là, au niveau de Ouais. l'impôt sur le revenu. Et j'ai un commentaire dans le chat de Youssef qui nous dit de la naissance à la mort, les impôts sont là. Et donc effectivement, le deuxième grand rendez-vous, j'ai pas de date, mais c'est effectivement si au moment du décès vous n'avez rien fait, il y a des gros risques qu'il y ait un impôt sur la succession, qui lui a un autre impôt, hein, qui Ouais. soit très présent. Donc l'impôt sur la succession, lui, se prépare en amont, hein. Donc j'ai envie de dire, voilà, dès qu'on commence à avoir du patrimoine, et sinon de toute manière, entre 50 et 60 ans, c'est toujours bien d'aller se renseigner, peut-être faire une étude et préparer la succession. Une succession, ça se prépare, hein. Donc Mhm. ouais, pour moi, les deux gros rendez-vous, c'est ça, hein. Chaque année en mai, on n'y coupe pas, peu importe la situation. On regarde, on optimise. Et puis, et après, l'aspect succession entre 50 et 60 ans, c'est bien de commencer. Sur l'aspect déclaration, comment est-ce que enfin, l'administration fiscale peut euh, justement trouver les revenus qui nous sont parce que j'ai l'impression au début on est sur une page blanche, on fait une déclaration euh, soi-même en fait un peu sur l'honneur, etc. Mais il y a des contrôles. Comment est-ce que l'État en fait trouve ce que on génère en termes de revenus et ce qui permet de déclarer de son Ouais, côté alors en fait. ça, c'était avant. C'est vrai qu'avant, toute première déclaration papier, on était obligé d'aller sortir son formulaire, mettre à la main la première année, il n'y avait pas encore le montant pré-rempli. Maintenant, comme tout est informatisé et tout est en ligne surtout, déjà, il n'y a même plus de page blanche, hein. C'est-à-dire que même un enfant de 18 ans, s'il a travaillé un peu, le fisc a les revenus, c'est pré-rempli soit chez les parents. Si lui se sort du foyer fiscal, sur son dossier informatique, ça va être pré-rempli, quoi. Donc la page blanche, maintenant, c'est quand même plus rare. Ouais. Et après, au niveau procédure, sur les salaires et autres, alors je sais pas par quel mécanisme, mais chaque employeur déclare ses salaires, donc l'État a les infos et c'est comme ça qu'il remplit sa case Mhm. avec les salaires. Au niveau des revenus bancaires, c'est pareil, hein, les banques remontent et on reçoit ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique. Et donc, c'est comme ça que l'État pré-remplit les cases. Alors, bien sûr, il y a des types de revenus où il n'a pas l'info. Tu verses une pension à ton ex-femme ou autre, là, effectivement, il n'est pas au courant et il y a aussi des revenus où c'est à toi de le déclarer, hein, et les loyers notamment, voilà, tous ceux qui investissent dans l'immobilier. Mais Ouais. voilà, j'ai envie de dire, c'est pré-rempli avec les infos qu'il a qui sont remontées des employeurs ou des banques, quoi. Et après, je dis, c'est à nous de connaître les cases, c'est pas négatif, hein. Je veux dire, l'État, lui, il met les infos qu'il a. Mais les infos qu'il a, c'est ce qui permet de payer de l'impôt, quoi. Savoir le salaire et les infos qui permettent de réduire l'impôt, en général, c'est à nous de les connaître et l'État peut pas pour chacun les connaître et c'est pour ça que c'est à nous de remplir la case. Alors, Ouais. il y a deux, trois améliorations qui pourraient être faites, hein, on en parlera tout à l'heure, où des fois, voilà, je trouve que ils sont bizarrement feignants sur une niche fiscale qu'ils pourraient mettre à tout le monde. Tu vois, ils le savent, ils pourraient la remplir, c'est à nous de le faire quand même. Mais il y en a d'autres où, ouais, voilà, c'est aux gens de savoir qu'ils y ont droit et de remplir la case. D'accord. Mm. Mais de manière générale, du coup, à chaque fois que tu perçois un revenu, tu dois le déclarer. Soit le salarié, donc quand tu es salarié, c'est assez rapide, c'est automatique, on va dire, parce Ouais. qu'il y a l'employeur qui Mm. t'aide à ça finalement, Oui, qui on va joue, voir qui joue qu'il le faut rôle. quand même regarder. Il y a des astuces derrière, mais voilà, il y a un montant qui va être pré-rempli en général, oui. Mm. Si tout ce qui est par exemple revenu d'activité commerciale, ça c'est pareil, c'est Ouais. télédéclaré ou tu dois le. Donc non, là en général, là c'est plutôt des revenus, on va dire ce qu'on appelle professionnels, hein.
On va Mhm. dire qu'on a trois grandes catégories. Il y a le salaire, pension, retraite. C'est les cases numéro un dans la déclaration. Donc ça, en général, l'employeur ou la caisse de retraite a fourni l'info à l'État, c'est pré-rempli. Et on va surveiller quand même pour des aspects après. Tout ce qui est revenu déplacement, ça s'appelle revenu de capitaux mobiliers, c'est toutes les cases 2 de la déclaration. Assurance vie, PEL, tout ce que tu veux, tout ça, voilà. C'est en général les banques ont transmis l'info et c'est pré-rempli aussi. Il y a aussi des astuces à connaître, bien sûr. Après, on a les cases 3, c'est tout ce qui est plus-value. Quand tu as acheté quelque chose et que tu le revends plus cher. Les cases 4, Mhm. c'est les revenus fonciers, ceux qui ont de l'immobilier. Et toutes les cases 5, c'est les revenus professionnels. Donc rentre là-dedans tout, hein, parce que tu as les revenus non commerciaux, enfin voilà, tous les revenus professionnels. Et ça, effectivement, non, là par contre, c'est que la personne a une entreprise ou. Donc soit elle a un comptable, un expert comptable qui fait le boulot pour elle, soit effectivement, ça va être à elle de remplir ces cases. Là-dessus, c'est jamais pré-rempli puisque peut-être dans certaines situations, mais la majorité des cas que je vois, tous les micro-entrepreneurs, tous les loueurs meublés, etc., c'est à eux de remplir la déclaration. Et du coup, eux, leurs revenus, même leurs revenus ne sont pas indiqués. Ouais, parce que quand tu es bailleur ou quand tu as une activité commerciale, en fait, toi, tu es, on va dire, au contrôle de ta compta, tu sais ce qui rentre, tu sais ce qui a été facturé, ce qui rentre, mais l'État n'a pas finalement Oui, d'œil là-dessus comme il l'aurait pour un salaire, quoi. oui, oui, tout à fait. Donc là, il va falloir tout faire. Et les revenus et les charges. Mais D'accord. bon, en général, ces gens-là, voilà, ils sont entrepreneurs ou ils ont un comptable. Il y a quand même moins d'erreurs là-dessus. Enfin, Parce que, ouais. parce que notamment leurs experts comptables viennent te consulter, quoi. Ouais. Alors moi, je suis vraiment sur le particulier, hein. Tu vois, c'est intéressant parce que, comment dire, ces gens, les entrepreneurs et autres, donc, comme tu as dit, ils ont des revenus, des charges, ils doivent faire une comptabilité d'entreprise, on va dire. C'est-à-dire un bilan, un compte de résultats, ou faire un suivi. Là, l'expert comptable est très très fort, c'est de la fiscalité de l'entreprise. Et moi, je suis zéro, hein. J'ai aucun mal à le dire, ça, je ne sais pas faire, je n'y connais rien. Je connais un Mhm. peu sur la micro ou la SS parce que j'en ai une, mais je veux dire, c'est leur boulot et ils sont très forts là-dessus. Et par contre, une fois que tu as fait tout ça, au moment de la déclaration d'impôt, peut-être, selon les métiers, qu'il va falloir remettre dans des cases, peut-être qu'il va y avoir un impôt pour d'autres non. Et c'est là où moi j'interviens parce que là on arrive sur la fiscalité en tant que particulier. Et c'est là où pour eux c'est difficile parce que toute l'année ils font de la fiscalité de l'entreprise. Et pendant 2 mois on leur demande de faire du particulier avec ces revenus-là professionnels qu'ils maîtrisent. Donc sur ces cases-là ils sont quand même très forts. Mais on leur demande aussi de faire de l'immobilier, de faire du Pinel, de faire des revenus bancaires. Et ça fait beaucoup, quoi. Et donc c'est Ouais. normal que sur ces sujets-là, mon site, effectivement, vienne les aider à ce niveau-là, quoi. Ok. Ouais, ouais. Et alors, je voulais voir comment, quelles sont pour toi les bonnes pratiques, les manières de s'organiser pour que les impôts ne deviennent pas une menace ou un mal de tête et surtout, en fait, je te pose la question parce que moi, pour moi, ça reste encore un peu nébuleux et la boîte noire un petit peu, l'effet boîte noire sur l'administration fiscale. Et je vois deux choses en fait qui sont toujours derrière au fond de ma tête quand je pense aux impôts. C'est deux choses qui me font toujours un peu peur, c'est soit le délai qu'il peut y avoir entre le moment où tu penses que tu as payé l'impôt et le moment où tu vas avoir un redressement. En fait, tu n'as pas payé finalement suffisamment d'impôts, c'est Ouais. classique. Et donc, voilà, te faire attraper, ça c'est le truc. Et l'autre chose aussi, c'est un revenu qui aurait pas forcément, qui comptablement compte pour un revenu et génère de l'impôt, mais qui en termes de cash, en termes de flux, n'a pas apporté de flux. Et du coup, c'est pareil, il y a un décalage qui fait que je me retrouve à devoir payer l'impôt alors que j'en avais pas conscience, quoi. Et Ouais. voilà, comment est-ce que tu peux faire, enfin, les pratiques pour essayer de s'éviter ce genre d'écueil pour toi? Ouais. Alors déjà, quand même, je tiens à rappeler qu'au niveau du calcul, en France, on paye de l'impôt que sur ce qu'on gagne. Donc, alors même il y a un décalage effectivement qui peut arriver dans le temps, mais Mhm. au final, si on paye un impôt, c'est qu'on a gagné plus, hein. Je vois pas dans quel monde c'est possible autrement. Donc, effectivement, il peut y avoir une gestion de trésorerie à faire, mais l'impôt ne sera jamais supérieur à ce que tu as gagné ou il n'approchera jamais le seuil de ce que tu as gagné réellement, quoi. Donc c'est vrai que quand on a un impôt à payer, c'est qu'on a gagné quelque chose. Et sinon, ou alors c'est qu'on a mal déclaré. Mais après, effectivement, alors au niveau délai déjà. Au niveau délai, ben, on connaît les dates chaque année là, hein. Donc effectivement, il n'y a pas trop le choix. Il faut quand même s'y mettre et s'y intéresser un peu entre avril et avant la date butoir. Donc il change selon les départements. J'ai plus 28 mai ou 6 juin, je sais plus trop là. C'est quelque chose comme ça. Je pense que l'idéal c'est de s'y mettre voilà tout début mai.
Il y a 2-3 week-ends fériés et il faut le faire pendant ce temps-là. Et puis voilà, comme ça. Alors, je tiens à rappeler que même si on passe le délai, ou si on se rend compte surtout qu'on a fait une erreur après, on peut corriger. Hein. Vers le 15 août, il réouvre le service en ligne et on peut corriger autant de fois qu'on veut dessus jusqu'au 15 décembre. Donc, ça laisse une marge énorme. Alors voilà, si vous regardez notre podcast, il est 6 juin, il faut déclarer ce soir. Bah, pas de problème, vous faites la déclaration, puis vous vous intéressez un peu à mon site, à autre chose, et le 15 août, vous pouvez venir la corriger, il n'y a pas de souci. Et même en France, on a le droit de corriger, c'est pour ça que j'ai appelé mon site Corrige ton impôt, hein. C'est que moi, je vois beaucoup d'erreurs, et souvent, ma spécialité, quand je bossais avant, c'était de les corriger en arrière. Et donc, on peut corriger l'année en cours et les 2 années passées en France. C'est un droit qu'on a, donc on envoie un recommandé aux impôts avec les formulaires. Voilà, je me suis gouré. En fait, je voulais remplir cette case. Il corrige, il rembourse, hein. Donc, au niveau délai, je pense que l'important, c'est juste d'en faire une avant la date butoir. Parce qu'effectivement, le défaut de déclaration, si vraiment on fait rien, là, on a un petit risque d'amende ou de redressement. Et encore, hein, si on revient de bonne foi en disant excusez-moi, j'ai oublié, je vous envoie tout par papier, ça passe aussi, hein. Mais voilà, vraiment D'accord. quelqu'un qui fait rien et c'est le fisc qui s'en rend compte, oui, oui, là, il y aura un problème. Donc au niveau délai, j'ai envie de dire, voilà, faut s'y intéresser en mai, mais on a toute l'année pour corriger. Donc c'est pas, il n'y a Faut pas être proactif, quoi. d'urgence. Ouais, c'est bien d'être proactif, mais l'important c'est de faire quelque chose. Après, on peut corriger 15 août au 15 décembre, ça laisse du temps quand même, hein. C'est-à-dire 15 août au 15 décembre, tu peux te reconnecter en ligne, annuler, refaire tout ce que tu veux. Et même en ce moment d'ailleurs, hein, tu peux faire ta déclaration maintenant et dans 2 jours dire oh mince, j'ai oublié cette case, tout corriger, la refaire. On peut refaire autant de fois qu'on veut, quoi. D'accord. Et le cut-off, le cut-off, en fait, enfin, dire le moment où vraiment où on gèle et l'État va vraiment prendre ça en compte, c'est le 15 décembre, c'est ça? Non, non, c'est le comment dire. Non, c'est plus le comment dire. Ceux qui déclarent maintenant, en septembre, ils auront leur avis d'impôt, ils vont être payés ou régularisés. Mais ils peuvent encore changer. Et donc quelqu'un qui change, par exemple, le 15 décembre, le 15 septembre, ou peu importe, ce qui va se passer, c'est juste que le fisc, il va retraiter ça dans les 3 mois et il va régulariser. Ah Donc oui, d'accord. effectivement, même si tu finis maintenant et qu'en septembre tu payes et que c'est fini, c'est pas grave. 1er octobre, tu peux dire oh, bah, je me suis trompé, je corrige. Et si ta correction fait que t'as payé 100 € en trop, ils vont te les rembourser. Mhm. Donc il y a un cut-off qui est là et tu payes en septembre. Mais après, t'as 3 ans pour changer, quoi. Ouais, le vrai cut-off, c'est le truc que tu as oublié la 4e année avant. Voilà, c'est ça. Donc si tu veux vraiment le vrai cut-off, comme je t'ai dit, tu peux corriger la déclaration de l'année en cours et des 2 années passées. Donc Mhm. aujourd'hui, en 2022, on peut corriger 2022 sur les revenus 2021, 2021 sur 2020 et 2020 sur 2019. Et au 31 décembre 2022, ce sera le dernier jour où on peut corriger la déclaration d'il y a 2 ans, 2020 sur les revenus 2019, qui sera prescrite au 1er janvier. Donc chaque 31 décembre, si tu veux, on a un cut-off sur la déclaration d'il y a 3 ans. D'accord. Ça marche un peu comme ça, quoi. Et ça marche dans les deux sens, hein, puisqu'il y a prescription aussi pour les impôts s'ils veulent venir te redresser. Donc, sauf mauvaise foi, etc., où ils ont un peu plus de délai, mais on va dire pour les gens normaux qui ne trichent pas, comme toi et moi, et ils ont 3 ans pour revenir en arrière. Et Ouais, donc ça, c'est quand même voilà. plutôt. Donc c'est Ouais, pas si énorme que c'est ça, hein. Voilà. mhm. C'est assez confort, ouais, quand même. Ça va, quoi. Ouais, ça va. C'est 4 ans exceptionnellement pour l'année blanche. Là, exceptionnellement, cette année, il peut revenir à 4 ans parce qu'il y avait l'année blanche qui était un peu particulière il y a 3 ans, quoi. Mais Ouais. sinon, voilà, tu sais qu'au bout de 3 ans, si le fisc est pas venu, c'est que celle-ci, elle était bonne ou qu'elle est passée à travers les gouttes et c'est bon, quoi. Et ça marche dans les deux sens, oui. Ok, ok. Après, j'ai envie de Et, dire, franchement, pour avoir un redressement, soit c'est que tu as des revenus, comme tu as dit, un peu particuliers où c'est à toi de les déclarer. Et donc, dans mhm. ce cas-là, effectivement, si tu as oublié, tu vas te prendre un redressement. Soit c'est parce que toi, tu as triché en remplissant des casques. Parce que, comme je t'ai dit, la majorité des salariés, tout ça, ce qui fait payer de l'impôt, c'est pré-rempli. Donc, si tu as un redressement, c'est que c'est toi qui as été remplir je ne sais pas quelle case pour payer moins. Et du coup, quand tu remplis ces cases, normalement, tu t'es renseigné, etc. Donc, en général, il n'y a pas de surprise non plus sur les redressements, hein. À part sur les revenus, comme tu dis, particuliers, les revenus fonciers, etc. Mais ceux Ouais. qui prennent un redressement, en général, c'est qu'ils ont un peu joué avec le feu ou tu vois, ils
Ils ont Ouais. essayé un petit peu et c'est pas une surprise. Ouais. Tant qu'on est sur les bonnes pratiques et l'organisation pour éviter les surprises, est-ce que, tu sais, la mensualisation, il y a quand même pas mal de flexibilité, j'ai l'impression, sur le site, où c'est toi-même qui donne en fait ton taux. Non, maintenant ouais, donc ça a changé, hein, puisque Ça a changé ça. enfin, ça a Ok. pas changé, mais ils ont mis en place le taux à la source. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on paye un an en avance. C'est-à-dire que là, le taux à la source que tu payes depuis janvier, donc depuis 2022, c'est pas pour l'avis d'impôt qui arrive là, hein. C'est pas pour l'avis d'impôt 2022. Tout ce que tu payes là depuis janvier, c'est pour l'avis d'impôt de l'an prochain. Donc la déclaration de 2023 sur le revenu 2022. Et donc là, on va faire du coup la déclaration 2022 des revenus 2021. Ça va te sortir un avis d'impôt 2022 sur lequel, imaginons, il y a 1000 euros d'impôt à payer. Avant de payer ces 1000 euros, ils vont retirer tout ce que tu as payé à la source l'an passé, en 2021. Donc je te formule autrement, en 2021, tu as payé à la source pour cette déclaration d'impôt 2022. Donc je sais pas si tu vois le truc, mais en fait, on est en train d'avancer de la trésorerie un an à l'avance. Et donc le prélèvement à la source, c'était un peu ça, c'était comme une mensualisation aussi, mais du coup, on paye l'impôt à la source un an à l'avance. Et les conditions pour réduire ce taux à la source, elles sont quand même très, très réglementées, très fixées. On ne peut pas le baisser intentionnellement. Il y a même une majoration ou une amende si on le fait. Donc maintenant qu'il y a le taux à la source, la plupart des gens payent trop ou payent vraiment leur impôt un an à l'avance. Et dans tous les cas, tu verras, il y a de grandes chances que sur ton avis d'impôt 2022, même si tu as un impôt à payer, qu'au final tu sois à zéro ou que tu aies un petit remboursement parce que tu as trop payé à la source en 2021. Donc ça, c'est le nouveau système qui marche comme ça, ouais. Ouais, mais alors tu vois, moi, enfin, je pensais que le système était mis en place justement pour éviter les effets de quand tu as une variation de revenus d'une année sur l'autre, finalement, bah, Ah là tu oui, tu payes. peux Ouais. modifier. Mais encore euh, une fois, comment dire, voilà, imaginons tes revenus baissent drastiquement aujourd'hui, hmm. donc ton impôt de l'an prochain va être plus faible. Donc effectivement, tu peux aller en ligne dans ce cas et modifier ton taux à la source. C'est une des seules conditions, en fait, pour modifier ton taux à la source, soit c'est que tu as une naissance ou un mariage, des choses comme ça qui changent totalement l'impôt, soit parce que tes revenus ont baissé, mais il faut que ce soit une baisse des revenus qui fasse baisser l'impôt de plus de 10% pour que tu aies le droit d'aller en ligne baisser ton taux. Tu vois le truc? Donc Donc, faut que effectivement, tu. c'est mis en Ouais. place, mais déjà il faut que, un, tu le fasses, que deux, ce soit éligible. Et si tu oublies, tu vas payer trop et tu seras remboursé un an après. Il peut pas y avoir l'effet inverse où tu crois payer trop et en fait, tu as payé pas assez, on te redresse. Tu crois payer trop? Enfin, c'est pas qu'on te redresse du coup, mais tu as mis un taux peut-être trop bas de prélèvement à la source et arrivé au moment de la déclaration, finalement, T'as un peu plus. Alors ça arrive, ouais. mais c'est, comment dire, ça arrive sur ce qu'on appelle du one shot, ça arrive sur si tes revenus ont augmenté et que, imaginons, voilà, tu as une grosse augmentation ou tu es entrepreneur, tu fais une grosse année, là oui, c'est ce qui va se passer. Ou c'est ta première déclaration d'impôt et t'as encore rien payé la source, ça va se passer comme ça, comme tu dis, mais ce sera que une seule fois. Parce qu'après, le Ouais, système est fait pour que le fisc prend en compte la dernière déclaration qu'il connaît, et le système est fait pour que le taux, il soit vraiment, j'ai pas envie de dire le plus haut possible, mais il peut pas être trop bas par rapport à tes revenus. Donc le cas que tu donnes va arriver que si tes revenus ont augmenté par rapport à ce que connaît le fisc. ouais. Ouais, mais ça, c'est vrai que moi je pensais que le système était plutôt fait pour lisser en fait, éviter les effets de décalage. D'un côté, c'est bien si tu dis qu'il est fait pour qu'on évite les surprises négatives, en tout cas que tu sois Il y sur une a, voilà, situation y a que des plutôt. Ouais. surprises positives, mais en fait, on Ouais. avance trop d'argent à l'État, hein, clairement. Oui, on fait le rôle de la banque, ouais, Ouais, carrément, un carrément. petit peu. D'accord. On peut donner un exemple. Ils sont en train de corriger ça, c'est pas mal quand même, hein, là-dessus. Mais bon, voilà, typiquement le genre de truc, je trouve, qui aurait pu être fait au début. Je prends un exemple. Si ton impôt est de 1000 euros, mais que tu as, je sais pas, on va voir tout à l'heure la niche fiscale, mais tu as fait des dons ou tu as un emploi à domicile, j'en sais rien, qui fait que tu as une réduction d'impôt de 800 par exemple. C'est-à-dire que ton impôt est de 1000, mais on te rend 800 parce que tu as fait des dons, je sais pas quoi, et donc ton impôt est de 200. Pour calculer ton taux à la source, au final ton impôt est de 200, donc le taux à la source, tu as envie qu'il soit calculé sur une base de 200 et que tu payes Mhm. environ 20 euros par mois, quoi. Et bah c'est pas le cas, hein. Le taux à la source, il est fait pour être calculé sur la base de 1000. Tu vois ce que je te dis? La première année D'accord. où ils ont mis ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils prennent l'impôt avant les réductions et crédits d'impôt. Et donc ça fait tout un tollé. Donc au bout d'un an, ils ont dit, oui, bon d'accord, effectivement, c'est pas juste. Et le 15 janvier, ils te rendent une partie de tes crédits d'impôt pour compenser un peu ça, mais ils sont pas tous dedans. Et donc là, ils sont en train de se rendre compte que les gens qui ont des aides à domicile, c'est compliqué pour eux. Donc
pour cette niche fiscale-là, ils sont en train de l'inclure dans le taux à la source. Mais tu vois, ça vient petit à petit. Et on est vraiment dans ce système où je te dis, voilà, le taux est haut. Alors, il y a des gens qui aiment bien ça parce qu'ils n'ont jamais de mauvaises surprises, comme tu dis. C'est à part une année one shot, les gens ont souvent des bonnes surprises en septembre, on leur rend de l'argent. Parce qu'ils ont trop payé un an après, mais il y en a beaucoup qui aiment ça au final. Hein, donc peut-être que ça répondait aussi à une demande. Ouais, involontairement, finalement, l'État a donné, En tout cas, ça rend voilà, les citoyens. je Ouais. sais pas si c'est bien ou pas. C'est vrai que moi, voilà, sur le coup, on trouvait ça un peu bizarre de prendre l'impôt avant la niche fiscale, mais les mauvaises surprises comme ça, du coup, sont assez rares. C'est vrai que comme tu dis, le fait, voilà, d'avoir un gros effort de trésorerie à faire, à part quelqu'un qui a de nouveaux revenus ou de gros revenus par rapport au passé, c'est assez rare, ouais. Je suis salarié, par exemple, j'ai une grosse prime qui a doublé par rapport à l'année d'avant. Qu'est-ce que je fais par rapport aux impôts? J'essaie de changer ce taux de prélèvement à la Bah là, il y source ou je a provisionne. deux écoles. Moi, je serais d'avis de dire, au contraire, au lieu de donner trop à l'avance à l'État, j'ai envie de dire, bah, gardez cet argent ou placez-le, faites-en quelque chose, quoi. Il y a peut-être des conseils sur ton site de placement. Et sachez qu'en septembre de l'année d'après, effectivement, il y aura un petit surplus à payer. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, et dans ce cas, eux, effectivement, ils vont en ligne, ils changent tout de suite leur taux à la source, et donc ils vont déclarer cette prime, et leur taux va s'adapter au montant de l'impôt en comprenant cette prime. Donc il y a les deux écoles, Ouais. hein, tu peux, voilà. Ouais. C'est toi qui D'un côté, choisis. tu fais travailler un peu l'argent que tu t'as provisionné de côté. Bon, faut que ça Ouais. soit sur des trucs solides, hein, parce que si tu mets ça en crypto et que le truc Ah fond comme neige bah au après, soleil. voilà, ça c'est l'éternel débat du financier. Hein. C'est pour ça que moi je suis plus impôt que financier, mais Ouais. ouais. Faut éviter ce genre de trucs. Ok, ok. Et quelles sont peut-être les principales erreurs que tu vois dans ton lectorat, les gens que dans ta communauté, les gens Ah, que tu ça c'est accompagnes en les. fait? Ouais, bon, il y en a plein. Hein. Je vais pas être exhaustif parce que je vais essayer de te donner les plus courantes, entre guillemets, celles qui concernent un peu monsieur et madame tout le monde. Je pense que la plus fréquente et la plus facile, déjà, c'est tous les gens qui ont des enfants, qui sont au collège, au lycée ou qui font des études supérieures. Ces gens-là, ils ont droit à une petite réduction d'impôt. Voilà, quand on a un enfant au collège, on a droit à une réduction d'impôt de 61 euros. Quand il est au lycée, c'est 153 euros. Et quand il est en études supérieures, c'est 183 euros. Et bah, il faut remplir la case. C'est-à-dire qu'il faut, au moment de la déclaration d'impôt en ligne, il faut aller cocher à l'étape 3 réduction et crédit d'impôt. Donc il faut savoir qu'on a le droit à cette réduction. Et du coup apparaissent ces cases-là, et donc on indique 1 dans enfant au collège, ou 2 dans enfant au lycée, etc. Et c'est comme ça qu'on a cette réduction. Donc celle-là, on va dire, c'est voilà, une erreur très courante. Hein. Les gens ne savent pas. Tu fais la déclaration automatique, c'est terminé, tu passes à côté, quoi. Et moi j'aime bien parce que c'est des corrections faciles. Hein. Voilà, tu te connectes en ligne, même t'écris au fisc avec ta messagerie ImpoGouv. Bah, je viens d'apprendre qu'il y a cette réduction qui existe. J'ai 2 gamins au collège. Je l'ai jamais faite. Et le fisc qui corrige la déclaration de l'année en cours, les deux passés, et puis tu regagnes 120 euros sur 3 ans et tu récupères 500. Donc celle-là, je l'aime bien, c'est vraiment la plus commune, on va dire, la plus classique, quoi. Hein. La plus facile. Et donc, tu vois, ce que je te disais là-dessus, je trouve c'est dommage de ne pas faire un effort. Informatiquement, ce serait très simple en ligne que dès que quelqu'un déclare un gamin qui a plus de 10 ans, ils reçoivent un petit message automatique. Attention, est-ce que vous avez pensé à remplir la case frais de scolarité? Enfin, quand tu vois ce qu'ils ont fait en ligne, à quel point c'est précis, technique, c'est super. Hein, ce qu'ils ont fait en ligne là depuis le prélèvement à la source, c'est incroyable. Ils ont des informaticiens qui doivent être au top au fisc. Donc mettre ce petit message, franchement, tu vois, ça mange pas de Ouais, on se pain, demande quoi. même, Voilà. on se demande même si c'est vraiment un oubli, quoi. Donc voilà, il y a des niches fiscales effectivement. J'essaie aux gens de les connaître et autres. Celle-là, moi, franchement, je la trouve dommage, quoi. Ce serait pas dur de mettre un petit mot. Après, bah, je t'en donne et tu m'arrêtes quand t'en as marre parce que voilà, sur le site, il y a 300 articles, donc on peut faire ça pendant des heures. Hein. On va dire que les salariés, je leur conseillerais de s'intéresser à ce qu'on appelle les frais réels. Mhm. En faisant simple, quand tu es salarié, c'est pas si par exemple tu as 20 000 euros de salaire déclaré sur ta déclaration d'impôt, en fait, t'es pas imposé sur 20 000. Le fisc va faire un abattement de 10% avant de rentrer ça dans ce qu'on appelle les tranches et de calculer l'impôt. Donc quelqu'un qui a 20 000, il va être imposé sur 18 000. Parce que les impôts considèrent que tu as besoin de frais pour aller au travail, pour manger sur place, etc.
Et donc, si on fait rien, déjà, on a l'abattement de 10% qui se fait tout seul, qui est déjà bien. Mais on peut faire ce qu'on appelle les frais réels, c'est-à-dire refuser ces 10% et à la place déduire les frais qu'on paye réellement pour aller au travail. Et donc là, moi j'ai vraiment un article complet parce que on peut voilà, calculer les frais réels et il y en a plein en fait. C'est-à-dire qu'on a un barème pour les kilomètres. Donc il y a un barème qui dit voilà, si je fais tant de kilomètres à l'année pour aller au boulot, et ma voiture fait 6 chevaux, et ben il y a un barème qui nous calcule que ça représente en euros. Ensuite, il y a des frais de repas. Alors, tout est conditionné, hein. J'ai listé les conditions pour chacun, hein, mais ça concerne vraiment beaucoup de gens qui devraient faire les frais réels, hein. Donc, il y a des frais de repas. C'est 4,95 par jour. Alors, encore une fois, il y a des conditions. Il faut pas avoir de cantine, etc. Sinon, il y a des règles spécifiques sur le travail. Mais des fois, il y a des gens qui peuvent mettre les frais de repas. Et beaucoup pensent que c'est tout, mais en fait, il y a une vingtaine de frais réels. Donc, je les ai tous détaillés, mais grosso modo, certaines professions ont droit à des frais de vêtements. Certaines professions doivent travailler chez eux. Professeurs des écoles, par exemple, c'est classique. Ils ont du boulot à la maison, les devoirs, etc. Ça veut dire qu'une pièce de leur habitation est consacrée au travail. Donc tu peux calculer la superficie de cette pièce par rapport à ta maison. Par exemple, ton bureau fait 10% de la maison. C'est-à-dire que 10% des frais de la maison sont associés au travail et tu peux mettre 10% de la taxe foncière, etc. Tu as besoin d'acheter des stylos, des ordinateurs, ça rentre dedans. Si tu déménages pour ton travail, les frais de déménagement, tu vois, y en a plein, quoi. Donc, voilà, je conseillerais Ah d'aller ouais. lire cet article, de calculer les frais réels. Et chaque année, de faire le calcul, ça prend 15 minutes et il y a une petite économie là-dessus potentielle. Donc, ça, c'est un Et j'imagine classique. que ça a explosé, j'imagine, avec le Covid, parce que tout le monde travaille de chez Et donc soi, donc tous voilà, les donc frais maintenant, ont. Ouais. j'avais cet article, maintenant il y en a un nouveau sur les frais de télétravail parce que ces frais de pièces qui étaient avant réservés à certaines professions, là c'est généralisé depuis le Covid puisque tous ceux qui ont dû bosser à domicile. Donc il y a un autre article spécifique au télétravail où il y a plusieurs règles, soit les frais réels, soit des frais de télétravail. Donc c'était ma troisième astuce, effectivement, tout à fait, hein, ça va rentrer aussi là-dedans. Et pour te donner une Et, idée, on va dire, comment dire, je schématise, hein, mais en fait, tu vois, comment dire, l'idée c'est que tes frais réels ils soient plus forts que tes 10% de salaire. Et quelqu'un qui a 30 000 euros de salaire, disons, il a un abattement de base de 3 000, 10%. Et c'est plus facile à dépasser pour lui que quelqu'un qui a 100 000 euros de revenus qui a déjà un abattement de 10 000. Tu vois, faire plus que 3 000, c'est plus facile que faire plus que 10 000. Donc on va dire que ouais. tous les gens qui ont entre 20 et 40 000 à peu près, souvent les frais réels sont bien meilleurs parce que c'est facile pour eux d'aller dépasser 10%. En général, quelqu'un qui a 30 000 euros, je crois que s'il est à 15 kilomètres de son boulot, un truc comme ça, rien qu'avec les frais de voiture, il va être au-dessus. Ou il va être pas loin, Ouais. quoi. Donc tu vois, tous ceux qui sont à moins de 30 000, il faut y aller, quoi. Sur des plus hauts revenus, bon là, c'est plus rare. Donc ça, c'est Et, une et- grosse astuce aussi, hein, c'est un classique. et l'autre partie de la question, quand même, c'est toujours, dans l'équation, évidemment, d'économie par rapport à l'impôt, c'est le taux d'emmerdement, enfin de sérénité, si on peut l'appeler comme ça. Et en gros, est-ce Je que, fais un article parce que, là-dessus. parce qu'en fait, si pour avoir les frais réels, ça consiste à avoir des notes de frais pour tout, absolument tout collecter, les comptabiliser, Ah ça non, devient non, non, une ouais, usine non, à non, c'est gaz, c'est compliqué, différent. quoi. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Non, non, là, il y a du. Alors, effectivement, par contre, il y a beaucoup de. Comment dire? Il y a pas mal de niches fiscales, je pense aux frais réels. Bon, on a des choses quand même très réglementées pour tout le monde. Et si on suit ce que je mets dans l'article, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il y a des fois, tu es obligé d'interpréter un petit peu, hein. Et dans ce cas-là, c'est vrai que il faut garder. C'est plus la manière dont tu as fait le calcul. Mais on va dire sur des choses comme ça, c'est des petites choses. Si tu restes de bonne foi et que tu conserves la trace de comment tu as fait le calcul, tu risques pas grand-chose, quoi. Parce que alors, si on est dans la bonne foi, même si tu dépasses un peu, ça va pas changer grand-chose. Quelqu'un qui, par contre, s'invente 5000 km à l'année, forcément, il va y avoir. Je veux dire, si tu restes de bonne foi, et puis après, quand tu déclares en ligne, je veux dire, ça se fait. Tu déclares ton nombre de kilomètres à l'année. Donc, c'est pas une comptabilité, hein. C'est. Voilà, moi D'accord. j'habite là, mon boulot il est là. Google Maps, ça fait 10 kilomètres. Dans les règles, je te mets que c'est un aller-retour par jour. J'ai travaillé 150 jours dans l'année, et puis voilà. Donc tu peux même le mettre au fisc, hein. Il y a une petite rubrique qui te demande comment tu as calculé. Et voilà, j'explique dans l'article avec des exemples concrets comment ça marche. Les frais de repas, c'est pareil. Voilà, j'ai pas de cantine, mais j'ai des tickets resto, donc c'est comme ça, moins ça, et voilà comment j'ai trouvé. Donc, non, si tu restes dans les clous, je veux dire, ça te prend 15-20 minutes de le calculer.
et de le faire, quoi. Le Mhm. temps de, voilà, de calculer ton nombre de jours travaillés, etc. Mais après, si t'es de bonne foi, tu risques pas grand-chose. Si tu commences à tout décortiquer, voilà, à essayer d'aller Ouais. chercher un peu plus ou autre, bon bah, c'est ça que j'appelle tu joues, et c'est pour ça que je dis les gens qui se font contrôler, c'est pas une surprise, hein. C'est qu'ils essaient de jouer un peu plus. Voilà, c'est le prof qui dit ouais, ok, mon bureau me sert au travail, mais il y a aussi la salle de jeu là-bas, je travaille un peu dedans, et du coup, je mets 20% de la maison et pas 10, et bon bah, voilà, tu vois. Donc Ouais. c'est vrai que c'est basé sur la. C'est toi qui déclares, donc tu peux mettre ce que tu veux dans les cases, quoi. Mais ouais, il faut rester Et de bonne foi, et il y a des règles assez précises, hein, donc t'es au courant, quoi, t'as si eu, tu le dépasses. t'as eu des retours de justement les scénarios catastrophes, les plus gros redressements que tu as vus pour un particulier sur l'impôt sur le revenu Ouais, euh, alors là, on parle de, comment dire, sur les frais réels, d'une petite optimisation. Et donc, bah, ouais, j'en ai vu, mais comme je te dis, genre, ceux qui se ouais. font redresser, c'est trop drôle parce qu'ils ont mis qu'ils faisaient 15 000 km à l'année alors qu'ils sont à 5 minutes du boulot, tu vois. Donc, eux, ils peuvent venir autant qu'ils veulent. Déjà, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Donc, ouais, non, c'est plus des trucs marrants comme ça où les gens font après. Les gros redressements, c'est un autre sujet, mais les plus gros que je vois, c'est toujours les mêmes, hein. Ah, ça a coupé peut-être? Ah, notre ami Paco est figé. Alors, est-ce que c'est moi qui ai plus internet? Hop. Faire un petit test. Ah non, on a perdu. Attendre un peu, voir si ça revient. Bah, je vais attendre 5 minutes. Sinon, j'allais voir s'il y a des questions. Je crois pas. Je vais en profiter pour répondre un peu à mes commentaires. Ah, merci Youssef. Merci beaucoup. Au moins, je sais que c'est pas moi. Ah, bah, si t'as une petite question, c'est le moment. Fais-toi plaisir, parce que du coup, on va attendre un peu le temps qu'ils reviennent. Hop, bah, est-ce que je ferai pas quelques commentaires en attendant? Un micro-entrepreneur en frais réels. Ah, bonjour Jean-Noël, bienvenue. Comment tu vas? Attention, Youssef, micro-entrepreneur et frais réels, c'est pas possible ça. Non, non, micro-entreprise, on n'a pas de choix, hein, c'est. Soit on est au prélèvement libératoire et on a imposé à 2,2% sur tout le chiffre d'affaires, soit on est au réel et on a un abattement avant que ça rentre dans la déclaration d'impôt. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Si tu veux, Youssef, tu peux aller sur mon site dans la rubrique. Attends, je te l'envoie. Quelques articles dans la rubrique impôts et micro-entreprises. Ok, donc non, il n'y a pas grand-chose à faire, Youssef, à part. Ah, le retour. Bon, du coup, je répondais aux questions sur le chat de Twitch. Je vais avoir un petit lien, Youssef, pour le prélèvement libératoire. Donc non, Youssef, il y a juste à remplir la case, hein. Je te l'envoie. Il n'y a rien à déduire là en tant que micro-entreprise. Ça y est, ça remarche? Ouais, ça y est, désolé, on a été coupé, grosse. Je sais plus ce que je te racontais en plus. Ouais, Ouais, non, je parlais de redressement, ouais, les bah, gros redressements, ouais. le plus gros, j'ai envie de dire, c'est sur le Pinel. J'en vois pas mal en ce moment des gens qui déplacent le loyer sur du Pinel. C'est-à-dire que quand tu as du Pinel, tu as une réduction. Quand tu loues un bien immobilier dans une certaine zone, tu as une réduction d'impôt chaque année qui est conséquente.
Mais en contrepartie, ton Ouais, loyer doit rester sous des seuils, tu as un plafond. Et donc, bah, effectivement, il y en a qui soit le calculent mal, soit volontairement essaient d'aller un peu au-dessus. Et là, on a des gros redressements, hein, puisque bah, ils annulent tout le Pinel, hein. Donc, c'est voilà, si tu as 3 000 euros d'impôts en moins pendant 6 ans et que tu n'as pas respecté les conditions, bah, ça te fait un redressement à 18 000, quoi, hein. Majoration, pénalité de retard. Donc là, ouais, voilà. Mais bon, encore une fois, c'est des gens qui. Bon, s'ils ont mal calculé, c'est pas de chance, mais tu te fais accompagner quand même sur du Pinel en général. Et ouais, si tu cherches à tricher, bah, c'était pas l'endroit où fallait chercher, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, ouais. selon la niche fiscale, on a des impacts différents. Ouais, ouais, parce que donc là, mais tu le sais, a priori, tu sais à quel loyer tu fixes ton loyer et à quel, Oui, enfin, oui, tu sais que t'es tout au ça se calcule avant. Donc ouais, voilà, ce que je te ouais, disais, quand il y a un redressement, c'est pas une surprise, hein, en général. ouais. Ouais, ouais, tu le Et, et sais. quelle, et, et quelle est aussi peut-être la façon d'interagir avec l'administration fiscale, tu vois? Tu parlais donc de faire les choses à l'avance, c'est quand même bien vu, tu vois? Qu'est-ce qui fait que, peut-être, dans le bénéfice, enfin, que tu vas avoir le bénéfice du doute, s'il y a un doute, que tu vas avoir plutôt des avis favorables de la part de l'administration fiscale? Comment tu vois, quand tu travailles en partenariat Ah avec oui, n'importe qui, quand tu bosses, il y a toujours dans le relationnel qui joue quelque chose, tu vois? La personne voit que tu es de bonne foi ou, elle est, je sais pas, elle peut s'identifier par rapport à ta situation parce que mm. toi aussi tu aimes le foot, tu vois? Ça peut être ça. Ouais, Avec l'administration fiscale, comment tu fais, quoi? ouais, je dirais, il y a deux écoles, je veux dire. Soit ils envoient ce qu'on appelle une proposition de rectification d'abord. C'est-à-dire, ils t'informent qu'ils ont détecté une erreur ou qu'ils veulent vérifier quelque chose. Voilà, tu as déclaré un don, ils veulent le justificatif. Donc, soit tu n'as rien à te reprocher, tu vas leur envoyer le papier qu'ils demandent et ce sera terminé. Ils vont vérifier que tu n'as pas triché, quoi. Soit tu sais que tu as triché ou tu te rends compte qu'ils ont raison, au final. Et donc, je pense que dans ce cas, le mieux, comment dire, si tu sais que tu as triché, qu'ils sont dans le vrai ou autre, il faut pas trop chercher, hein. Le plus simple, je pense, c'est que c'est, comment dire, souvent ça, c'est accompagné, tu dois rembourser ce que tu aurais dû payer, ce qui est Mmh. normal, hein. Mais en plus, tu vas avoir des intérêts de retard. Je crois que c'est 0,2% par mois. Donc ça, c'est pas grand-chose. Et souvent, tu as une majoration de 10%. Ça, déjà, c'est plus embêtant. Donc le grand classique, quand tu sais que t'es pas que t'es dans ton tort, c'est dire ok, vous avez raison, je suis désolé, c'est la première fois, pas de problème, j'accepte. Par contre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut annuler cette majoration? Et donc voilà, c'est un moyen simple en général. Voilà. Le contrôleur est aussi content que ça se fasse facilement. Et souvent, cette majoration de 10% va sauter sans trop de problèmes, hein. Effectivement, ils sont ouverts à la discussion. Après, par contre, si t'es pas d'accord ou que peut-être il y a une approximation de l'autre côté, là on sort de mon boulot puisque là il faut aller prendre un professionnel qui va t'accompagner. Et je pense qu'on parle alors de l'avocat fiscaliste, hein, puisque là. Alors bah il y a Jean-Noël avec nous sur le chat. Je vois qu'il y a un très bon conseiller en patrimoine qui fait ça aussi. Et donc là, bah, c'est aller faire de la rencontre avec l'agent des impôts et son client pour expliquer pourquoi il n'est pas d'accord, etc. Et bah, effectivement, si tu es quelqu'un de compétent, voilà, ça peut aussi tourner en ta faveur ou autre. Et après, sur des plus gros redressements, là, on a carrément l'avocat fiscaliste qui, lui, mais prendra le dossier s'il sait qu'il peut le défendre aussi, tu vois. Et donc Mmh. là, ouais, on sort un peu de ce que je peux faire ou de ce que j'ai fait par le passé, quoi. À partir de quand ou dans quelles circonstances tu dirais qu'il faut penser à avoir un avocat fiscaliste? Bah, ça, c'est à partir du moment où ses honoraires sont inférieurs à ce que tu peux gagner en l'embauchant. Ouais, enfin, je veux dire, c'est C'est quand sans ouais, c'est sûr que s'il te prend 2 000 € et que tu as 500 € à récupérer, ça vaut pas le coup, quoi. Non, après, c'est ouais. dur à dire parce que ça dépend. Dans ton entourage, tu peux avoir quelqu'un voilà, qui s'y connaît ou un bon conseiller en patrimoine qui peut t'accompagner peut-être gratuitement ou à moindre frais. Et dans ce cas, tu le fais. Mais c'est vrai que si tu as un petit redressement et que tu n'es pas d'accord, c'est compliqué d'aller prendre un avocat fiscaliste qui va être plus cher. Donc là, je sais pas trop. Il y a peut-être des médiateurs. C'est un sujet que je Mmh. connais un peu moins derrière. Mais sinon, aller voir quelques experts comptables aussi. Il y a sûrement sur des petits redressements comme ça, pas trop compliqués. Un bon expert comptable doit aussi pouvoir accompagner et expliquer au fisc cet aspect-là, quoi. Ouais, mais ça, c'est quand on est après la bataille, voilà, le redressement est là, il va falloir se battre et donc Ah là, on bah prend oui, les oui, meilleurs ouais, dans son ça équipe, c'est mais sûr. peut-être en amont,
peut-être à partir de quand on se dit que ça serait malin pour les activités dans lesquelles on commencer à entreprendre de s'accompagner d'un avocat fiscaliste, en fait, tu vois? Ah ouais, ouais, là, peut-être pas d'un. Ouais, C'est d'accord. plus si tu montes, je veux dire, comment dire? Si tu vas dans l'immobilier ou autre, là, ce serait malin de se renseigner, alors que ce soit mon site, mais il y en a plein, le blog patrimoine, peut-être d'acheter un ou deux bouquins, etc. Sur de la location vide, on se fait tout seul, mais on se renseigne. Quand tu commences à arriver sur de la location meublée, là, c'est très malin d'aller prendre un expert comptable, puisque c'est de la fiscalité de l'entreprise en France et c'est lui qui va gérer. Et quand tu commences à avoir une activité, on va dire, professionnelle, quelle qu'elle soit, hors micro-entreprise, c'est aussi très malin d'aller voir, pas l'avocat fiscaliste, mais un bon expert comptable. Je pense que Mmh. l'avocat fiscaliste, c'est vraiment sur des métiers très spécifiques ou sur des gros redressements comme ça, mais je n'ai pas d'exemple en tête. Mais ce qui me vient le plus vite comme ça dans ce que tu me racontes là, c'est voilà, tout ce qui est l'expert comptable sur la location meublée, sur des revenus professionnels, là oui. Après, un avocat fiscaliste, c'est quand même un très gros professionnel sur des sujets très précis avec une notion de droit. Donc, on arrive quand même sur des thématiques plus, ouais, des gros redressements fiscaux où tu te poses une question fiscale très très technique, quoi. Mmh. Ouais, ouais, Enfin, donc mais faut quand vraiment même sur autre arriver chose, à hein. Ouais, ouais, arriver sur ouais, cette ouais. certaine sphère, quoi. Ah oui, oui. Ouais, non, non, là dans le, ouais, là c'est qu'on arrive loin, ouais. Ça marche, ça marche. Et on parlait d'économie d'impôt un petit peu en amont, tu parlais Ouais, notamment c'est des vrai tes qu'on n'avait sécu pas fini, j'étais au frais réel. On peut en citer quelques autres, hein, si tu veux d'ailleurs. C'est vrai s'était arrêté là. Quand on a fait que frais de scolarité, frais réels, on peut au moins en faire cinq six les plus fréquentes. mmh. Bah, je finis par les salariés. Bon, il y a les frais de télétravail que tu as mentionné, donc ça tout à fait. Maintenant, on a des nouvelles règles. Et on a une dernière chose pour les salariés, c'est les heures sup. Euh, je t'explique rapidement. Depuis 2 ans, les heures sup sont exonérées. C'est-à-dire qu'on ne paye pas d'impôt dessus. Le Mmh. problème, c'est que dans la case dans laquelle le fisc déclare tes salaires, par exemple, s'il y a 30 000 € de pré-remplis dans la case, peut-être, je dis bien peut-être, que dans ces 30 000, il y a une partie qui vient des heures sup. Si c'est le cas, il va falloir corriger le montant et l'enlever. Et donc, tout ça, ça tient à comment le service comptabilité de ton entreprise a déclaré ton salaire et l'a envoyé au fisc. Et donc, tous les gens qui font des heures sup, maintenant, il faut être super vigilant, puisque s'ils font rien, il y a une grande chance qu'ils soient imposés dessus. Alors, il y en a, c'est déclaré correctement, d'autres non. Donc, il faut vraiment faire gaffe et aller chercher ou interroger son service pour enlever les heures sup du salaire déclaré. Et c'est même un peu plus complexe parce qu'il y a même une autre case juste en dessous où on te demande de mettre les heures sup. Et cette case-là, c'est-à-dire qu'il faut les enlever de la case salaire déclaré, mais il faut les mettre dans la case d'en dessous. Et c'est une case qui sert à ce que ce soit pris en compte dans le revenu fiscal. C'est ton revenu global pour calculer les aides, etc. Mais ça ne rentre pas dans le calcul de l'impôt. Donc on a une double sur les heures sup. Maintenant, tous ceux qui ont des heures sup, ils ont du boulot sur la déclaration d'impôt. Il faut qu'ils vérifient que c'est pas dans la case 1AJ et il faut qu'ils vérifient que c'est renseigné dans l'autre case. Donc ça, maintenant, c'est un des articles qui concerne beaucoup de monde, quoi. Et qui est un peu Ouais. complexe, hein. Donc ça, c'est voilà, une des autres petites astuces. Mmh. Et après, le gros, comment dire, les plus grosses restitutions que je vois et que je trouve bien, c'est la case T. Je sais pas si tu la connais, celle-là. Case T et la case L. C'est les gens... non, ça te dit rien. C'est un classique, hein, pourtant celui-là. OK. Alors en France, tu peux avoir ce qu'on appelle une demi-part supplémentaire. Pour te donner une idée, une demi-part en plus, c'est jusqu'à 1 500 € d'impôt en moins, en général. Ouais. Et alors ça dépend, il y en a une c'est 1 500 et l'autre c'est 900. C'est les gens qui habitent seuls. Alors la première case, c'est la case T, il y a deux conditions. Il faut habiter seul et il faut avoir des enfants à charge. Donc laisse-moi te dire qu'il y en a quand même un paquet, hein. Ouais. Et donc dès lors que tu habites seul et que tu as des enfants à charge, donc tu divorces, tu es seul, tu as un enfant à charge, c'est parti, hein, case T, hein. Et bah tant que tu es seul et enfant à charge, c'est deux conditions. Tu peux cocher la case T et avoir cette demi-part en plus qui peut te procurer jusqu'à 1 500 € d'impôt en moins. Donc ça, c'est des corrections que j'adore parce que voilà, dès que tu vois quelqu'un qui n'est ni marié ni pacsé et tu vois un enfant à charge sur la déclaration d'impôt, première question, vous vivez seul? Si la réponse est oui et qu'il n'a pas coché la case T, bah souvent c'est le jackpot parce qu'il va corriger l'année en cours, les 2 années passées. Et s'il est dans une situation où la case T permet de récupérer 1 500 € par année, il récupère 3 000 ou 4 000 €.
juste pour un oubli de casse, tu vois, c'est vraiment... Ouais, Donc ouais, ça celle-là, va pas rapporter gros, ouais. ouais, et ça concerne plein de gens. Et il y a la case L juste en dessous, celle-ci un tout petit peu plus technique, c'est aussi les gens qui vivent seuls. Par Mmh. contre, ils n'ont plus d'enfants à charge, donc c'est l'une ou l'autre, hein. Soit tu es seul avec enfant, c'est T, soit tu es seul sans enfant, c'est L. Mais il faut être seul sans enfant et il faut avoir élevé un enfant seul pendant 5 ans. Donc le schéma, c'est les gens qui ont la case T, s'ils l'ont 5 ans en fait, et ben après ils ont la case L à vie quand les enfants seront partis. C'est justificatif ou déclaration sur ce Non, truc-là? tu coches la case L et c'est fini quoi. Après, le fisc peut venir et bah, justificatif, c'est soit il voit que tu avais bien tes enfants seuls pendant 5 ans les années passées, ou c'est de Mmh. la discussion avec le fisc. Après, voilà, comme d'hab, je ne triche pas. Si tu y as droit, tu la coches et ce sera facile de le prouver au contrôleur, quoi. Et donc, celle-ci aussi est beaucoup oubliée, je pense aux retraités notamment ou autres, puisqu'après, tant que tu vis seul, c'est la condition de vivre seul, hein. Pas de coloc, pas de. Voilà, mais pas de mariage, pas de pax, pas de concubinage, mais tu y as droit à vie. Si t'as un petit copain, une petite copine qui vit à Ah la maison, bah, je veux dire, s'il est déclaré chez toi, ça marche plus, hein. C'est voilà, c'est une d'accord. demi-part pour l'aspect de vivre seul. Donc après, à toi de voir s'il a une autre maison qui peut dire qu'il est là-bas et que il y a Ouais, rien de factuel, il y a pas de souci, quoi. ouais, Mais dès lors que c'est tu da héberges quelqu'un et qu'il est déclaré là-bas, ça marche plus. ouais, ouais, Donc celle-ci, hein, voilà, tu vois, c'est quelque chose, on est sur du grand public, ça concerne plein de monde et c'est dommage de ouais. passer à côté, quoi. Mais si tu le connais pas, si tu fais la déclaration automatique, tu vois, quelqu'un divorce seul sans enfant, tu vois, déclaration automatique, c'est bon. Bah, il passe à côté de la casté, il passe à côté des frais de scolarité, il n'a pas fait ses frais réels. Donc vraiment, moi, cette déclaration automatique, je suis pas fan, hein. Ouais, il laisse de l'argent sur la table, Et ouais, donc, carrément, quoi. bah, au final, tu laisses beaucoup, hein. Et on Mmh. parle juste de... Là, on parle monsieur et madame tout le monde, hein, avec un salaire. Je parle même pas de gros revenus immobiliers ou autres, quoi, hein. Donc Ouais. voilà, on peut faire ça à tout niveau, quoi. C'est ça qui est bien avec les impôts, c'est que... Moi, c'est ça que j'ai bien aimé dans le site, c'est que voilà, je connaissais les astuces pour aider les gens en gestion de patrimoine, avec des gros revenus sur du Pinel, ce qu'on veut, mais il y en a aussi pour monsieur et madame tout le monde, quoi. Sur le Pinel et enfin, du coup, sur les activités d'investissement pures, c'est-à-dire immobilier et peut-être valeur mobilière également, Et, les plus grosses sources d'économie, donc on parle beaucoup du Pinel. ouais. Hop, Enfin, comment ouais, dire, on va même pas parler de réduction. Je vais te parler de sources d'économie juste en remplissant bien la déclaration d'impôt. Pas de ouais. problème. Bah, deux exemples, un sur l'immobilier, un sur les revenus bancaires. Ça va être très rapide. L'immobilier, que ce soit Pinel. Alors Pinel, j'ai écrit un livre de 100 pages, il y a énormément d'astuces, hein. Je t'en donne quelques-uns en vrac, hein, comme ça rapide. Je vais commencer par les revenus fonciers hors Pinel, déjà location vide. Mhm. Location vide, donc les gens qui sont en réel, c'est-à-dire ils déclarent leur loyer et peuvent enlever leurs charges. Et le résultat, tu payes dessus ta tranche d'impôt. Donc en général, ces gens-là, c'est 30%. Et les prélèvements sociaux, 17,2%. C'est-à-dire que tu vas payer 47,2% sur ce qui reste. Dans les charges, il y a plein de choses à mettre. Et je pense notamment, le plus gros oubli que je vois, c'est le suivant. Si tu fais un prêt, tu peux enlever les intérêts du prêt, mais tu peux aussi enlever l'assurance du prêt. Donc déjà, il y en a qui oublient l'assurance. Tu peux enlever les frais de dossier. Donc imaginons, tu as souscrit le prêt, tu as 1000 euros de frais de dossier. Si tu m'oublies ces 1000 euros, tu as payé 472 euros d'impôt en trop. Et il faut interroger la banque parce qu'il y a des frais d'hypothèque, je crois, et il y a une partie des frais d'hypothèque qui est non remboursable. Donc il faut écrire à sa banque, dire voilà, sur mon prêt, de combien est la partie des frais d'hypothèque qui est non remboursable. Ça, c'est déductible aussi. On parle souvent de 1000 à 3000 euros déductible et donc de 472 à 1500 euros d'impôt en moins. Ouais. Donc tout ça, tu vois, rien que quelqu'un qui investit dans l'immobilier. Il y a une règle qui dit aussi que même si on loue pas encore, on a le droit de les déduire. Donc autre erreur, oublier de déclarer les charges avant que les loyers tombent. Donc ça, c'est juste de savoir déclarer correctement et voilà, on y gagne des milliers d'euros d'impôts. Et si du coup on les paye à tort, et ben notre rentabilité baisse, etc. Donc juste en termes de déclaration. Et donc Pinel, on a exactement les mêmes choses, mais on a en plus des aspects supplémentaires d'optimisation. Je prends l'exemple de certains travaux, on va dire la cuisine. Je crois que j'ai un Mhm. article sur la cuisine. Où bah déjà il faut penser à la déduire. Donc il y a des conditions à remplir pour déduire la cuisine, hein. Donc il faut respecter ces conditions. Il faut que ce soit mis dans le bail, etc. Donc déjà, si tu sais pas,
tu risques de la déduire à tort et de te prendre un redressement si tu n'as pas respecté les conditions que je donne, notamment de le mettre dans le bail. Si tu as les conditions, se pose alors la question, est-ce que je déduis ma cuisine des revenus fonciers, et donc je vais l'enlever des loyers, ou est-ce que je la mets dans le prix de revient de mon Pinel, c'est-à-dire dans ce qui sert de base à calculer la réduction d'impôt. Et donc tu vois, là on a des nouvelles optimisations possibles, à savoir est-ce que je vais dans l'un ou dans l'autre. Et donc là on a aussi beaucoup d'économies. Mhm. Donc quand on fait le calcul, Pinel c'est 2% par an, l'autre ça dépend de ta tranche d'impôt, donc il faut faire le calcul, on va se rendre compte que souvent c'est mieux de le déduire des revenus fonciers, et c'est là qu'on va le mettre en respectant les conditions que je donne. Donc sur du Pinel, je peux t'en citer des dizaines, c'est pour ça que j'ai créé un bouquin de 100 pages. La rentabilité, elle va pas venir du gars qui essaye d'aller au plafond des loyers et qui prend un risque, ce qu'on parlait tout à l'heure. La rentabilité, elle va venir principalement du fait de bien déclarer, quoi. Autre exemple, dans le Ouais, Pinel, ouais. tu peux t'engager 6 ans ou 9 ans Mhm. au moment de la déclaration. Qu'est-ce que tu fais? La plupart des gens, ils savent pas, ils font au pif. Il se trouve que si tu déclares 6 ans, au bout de 6 ans, tu pourras repartir à 9 et au bout de 9, tu pourras aller à 12. Si tu déclares 9 ans, au bout de 9, tu pourras aller à 12. Donc c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que le gars qui s'est engagé 6 ans, et ben dans 6 ans, s'il veut sortir, si le marché est favorable pour vendre, s'il a besoin de partir, il peut. Alors que celui qui s'est engagé 9 ans, il est coincé 9 ans. Tout ça juste pour la case que tu as remplie sur la déclaration d'impôt. Donc tu vois, c'est des... Et là, tu flingues toute une rentabilité parce que quelqu'un qui, dans 6 ans, aurait une énorme opportunité de vendre, a besoin de son bien ou pas, juste parce qu'il n'a pas pris la bonne case, il est coincé. Ouais. Donc, tu vois, Ouais, c'est ouais, non, des... ça a des conséquences assez Ouais, importantes, ouais, énorme. carrément, quoi. Ouais. Et ouais. Donc, Ah c'est ouais, non, là et où puis, l'impôt est totalement lié à la rentabilité et à la gestion de ton patrimoine parce qu'une déclaration mal remplie sur de l'immobilier, ça change, ça peut tout changer, hein. Clairement. Donc, ouais, ouais, et puis en plus, ouais, ouais, notamment sur le nu, tu parlais du Pinel également. Juste ouais. sur le Pinel, quand même, enfin là, on parle vraiment juste on va dire, du volet fiscal et imposition. Après, on pourrait rentrer dans le débat et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que tu parlais de la rentabilité quand même. Le gros problème du Pinel, c'est que beaucoup de gens le prennent parce que c'est un truc, enfin un produit d'appel et sans regarder forcément la rentabilité Ah de bah derrière, tout à c'est-à-dire fait, hein. le Ouais, ouais. sous-jacent, quoi, tu vois, l'actif Là, derrière. alors du Pinel comme tout, hein, on parlait des vendeurs de tapis tout à l'heure, voilà, hein. Ouais. Moi, le plus marrant, hein, c'est comment dire, j'en vois plein, hein, c'est les gens qui achètent un Pinel, donc j'en vois beaucoup, enfin, on leur a vendu un Pinel, et je te rappelle que le Pinel, le but, c'est d'avoir une réduction d'impôt, hein, donc une réduction d'impôt de 2 000 à 3 000 euros, on va dire. Le Mhm. problème, je te rappelle qu'une réduction d'impôt, pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir de l'impôt. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'impôt, si j'ai 1 000 euros d'impôt et que j'ai une réduction de 2 000, et mon impôt passe à zéro, mais il me reste 1 000 de reliquat. Sur une réduction d'impôt, c'est perdu, hein. Alors que sur un crédit d'impôt, on le rend. Le Pinel, c'est une réduction d'impôt, et donc si tu n'as pas l'impôt suffisant pour utiliser ton Pinel, c'est perdu. Et ça ne se reporte pas, le Pinel. C'est à la poubelle, hein. Donc le nombre de gens que je vois qui font un Pinel et qui en fait n'ont pas du tout l'impôt pour manger la réduction, et du coup ils l'achètent plus cher, c'est à la poubelle. Même topo, t'achètes un Pinel demain, tout d'un coup t'as un, deux enfants, ton impôt chute, ta réduction d'impôt c'est Pinel aussi, c'est poubelle aussi. Donc Ouais. voilà, ouais je suis d'accord, hein, là on peut faire autant de live que tu veux, c'est d'autres sujets d'articles sur mon site, mais c'est des grands classiques aussi effectivement, ouais. Donc dans le Ouais. Pinel comme partout, mais c'est vrai que beaucoup dans le Pinel, ça peut être survendu à des gens qui en ont pas besoin, et en plus sur des rentabilités qui s'effondrent parce qu'on déclare mal, parce qu'on n'utilise pas la réduction, parce que le loyer est pas bon, le bien trop cher. Donc oui, oui, on a des biais partout, hein. Sur l'exploitation meublée, donc ouais, l'MNP et l'MP, tu vois beaucoup d'erreurs, et je pense notamment, enfin moi j'en ai vu un peu, et de pas inclure dans le prix, par exemple, enfin le prix d'acquisition pour l'amortissement des Ouais, charges, de pas inclure ça en fait, les frais de notaire, et voilà, dedans, quoi. ouais, alors ouais, c'est du meublé. Là, on va faire simple. Comme je te l'ai dit, le meublé, c'est particulier parce qu'en France, on juge que la location meublée, c'est un revenu professionnel. Même location meublée non professionnelle, au final, c'est dans les cas 5, dans les revenus professionnels. Et Mhm. là, c'est le travail, je t'ai dit tout à l'heure, de l'expert comptable va être bon là-dessus. Donc moi, le meublé, clairement, j'en traite jamais, hein. Je fais le meublé au micro-bic, là, quand tu es à 50. Mais le Ouais. meublé au réel, moi, j'ai qu'un mot à la bouche. Prenez un expert comptable.
qui soit compétent là-dessus. On a peut-être Jean-Noël avec nous sur le chat qui est un spécialiste là-dessus aussi. Lui, ça vaudrait peut-être le coup que je te donne son contact et que tu lui fasses une interview parce que lui, des redressements, il en a vu. Lui, il a des histoires à te raconter, hein. Et donc, lui, il fait beaucoup du coup de meublé. Il voit des gros redressements parce que c'est mal fait. Donc, moi, on peut parler meublé. Je vais te dire, prends un expert comptable. Et donc, eux, je pense D'accord. qu'ils ont vu beaucoup de redressements et autres. Mais toi, c'est vraiment, il faut rester dans le particulier pour moi. Et Ouais. meubler, moi je dis toujours, mais prenez un expert comptable. C'est lui qui va calculer l'amortissement, bien le déclarer, etc. Et je pense que si t'en Ouais. prends un, bah du coup ça se passe bien, quoi. T'évites. Mais je pense que oui, il y a sûrement des belles Ouais. histoires à raconter là-dessus, hein. Ouais, sûrement. Donc Et non, sur ouais, sur le l'aspect meublé, ouais. et sur les aspects justement valeur de placement ou activité banque et Ouais, oh bah là, il y a un grand classique. Je sais pas si on peut montrer. Ah bah Jean-Noël, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il confirme que pour le LMNP, il faut mettre les frais de notaire dans le prix pour les amortir, dans la majorité des cas si on est au régime réel. Je te donnerai son contact si ça t'intéresse. Donc lui qui a un cabinet de gestion de patrimoine et qui est très fort sur le meublé et qui donne aussi des formations. Et donc alors volontiers. le financier, le grand classique, hein, ça c'est je pense que je vais rien t'apprendre, mais l'astuce principale, c'est ce qu'on appelle la case 2OP. Je sais pas si tu la connais celle-là. Je t'explique rapidement. On va prendre 5 minutes parce que moi je le trouve assez marrant, c'est mon préféré celui-là. Avant les revenus bancaires, ils étaient tous imposés d'un peu de manière différente. Le principe, c'était que quand on avait un revenu ou une plus-value d'un titre ou d'un revenu bancaire, à chaque fois, ça rentrait dans la déclaration d'impôt, c'est-à-dire ça rentrait dans les tranches d'imposition. Donc à 0, à 11 ou à 30 ou 41 selon les gens. Mais le problème, c'est que pour chaque revenu, c'est pas tout qui rentrait dans la déclaration d'impôt, c'est une partie. Et on avait des abattements différents pour chaque produit. Donc, tu vois, des dividendes, il y a un abattement de 40%, des coupons, il n'y a pas d'abattement. Sur le PEA, c'est différent. Sur l'assurance vie, on a un abattement de 4006 après 8 ans, un taux de 7,5 ou pas. Enfin bref, pour chaque placement, c'est différent. Mais à terme, il y a souvent une partie qui est rentrée dans ta déclaration d'impôt, après le calcul des abattements et tout le bazar. Donc le fisc a dit, c'était il y a 2 ans, le gouvernement a dit, ou 3 ans, il dit ça, c'est trop compliqué, c'est un vrai bazar, c'est un vrai foin. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax qui va être un impôt de 12,8, un impôt sur le revenu de 12,8 sur tous ces revenus, le même partout, et comme ça c'est plus simple. Donc en vrai, la flat tax c'est 30, c'est parce que c'est 12,8 d'impôt et 17,2 de prélèvements sociaux. Et avant, c'était la tranche plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc les 17,2, ils n'ont pas bougé, je te les écarte pour l'explication. Et donc, on a dit OK, sauf que quand on regarde de près, et ben 12,8, au lieu de la tranche d'impôt après les abattements, ben, il s'avère que c'est bien pour les contribuables, on va dire, aisés, mais l'ancien système était meilleur pour les contribuables qui le sont moins. Je prends un exemple, si tu n'es pas imposable, tu es dans une tranche à 0, tu sors un revenu de ta banque de part sociale ou autre, avant, il était dans une tranche à 0. Maintenant, il est à 12,8. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'avant, c'était mieux à 0 qu'à 12,8. Ceux qui sont dans une tranche à hausse, même topo. Un abattement puis 11%, c'est mieux que 12,8, hein. Donc quand on a regardé, on s'est rendu compte que c'est dur à calculer en plus parce que ça dépend des abattements. Et donc le gouvernement à l'époque a dit, effectivement, c'est vrai que quand on regarde de près les 12,8, c'est souvent meilleur, pas tout le temps, mais c'est souvent meilleur pour des contribuables aisés. Donc on va vous laisser le choix. Et maintenant, aujourd'hui, par défaut, si tu fais rien, tout le monde est à la flat tax. Tout le monde est à 12,8. 12,8 sur tous tes revenus de placement, hein, la Mhm. totalité. Donc si tu ne fais rien, si tu prends la déclaration automatique, tu es à 12,8, tu es à la flat tax. Et donc il existe cette case 2OP maintenant sur la déclaration d'impôt qu'on peut cocher pour dire en fait la flat tax, j'en veux pas, je la refuse et je vais être imposé sous l'ancien système. Donc la plus grosse astuce pour moi, c'est de faire le bon choix entre flat tax et pas flat tax. Faire le calcul, c'est très dur, hein. C'est vraiment, c'est mission impossible. Je peux te le faire, c'est vraiment compliqué parce que tu es à la flat tax sur tout ou sur rien. Tu peux pas dire, ah bah mes dividendes, l'impôt sur le revenu c'est mieux parce qu'il y a un bel abattement. Par contre, mes revenus d'assurance vie, je prendrais bien la flat tax. Et mes cryptos, je prendrais bien ceci. Ça marche pas, hein. C'est l'un sur tout ou rien. Donc il faudrait calculer, c'est dur à calculer. Par contre, dans la pratique, ce que tu fais, c'est qu'au moment de ta déclaration d'impôt, t'en fais une où tu ne coches pas la case 2OP, tu regardes combien tu dois à la fin, et tu me refais exactement la même, tu mets corrigé ensuite, tu refais la même où tu coches la case 2OP, et tu regardes ce qui se passe. Et donc la plus grosse astuce pour les gens qui ont des revenus mobiliers, c'est ça, hein.
C'est de cocher ou pas la case de OP et de regarder ce qui se passe, tout simplement. Et on a des surprises, hein. Des fois, des gens qui ont beaucoup de revenus, bah, c'est mieux en refusant. Parce qu'il y a peut-être des gros abattements là où ils ont eu plein de revenus mobiliers. Très souvent, on va dire pour les gens modestes, c'est mieux de la cocher pour refuser. Mais il faut faire le test, on a des surprises. Donc sur les revenus mobiliers, ça c'est mon plus gros conseil, hein, c'est cocher ou pas la case 2 OP. C'est vraiment incontournable. Et ça en ligne, ils te le mettent. Je trouvais ça bien, hein. Ils ont fait ça Ouais, en ligne, un petit message automatique, je crois, qui te dit attention, est-ce que vous avez pensé à cocher la case 2 OP ou à faire le test? Donc ça, c'est excellent. le gros conseil. Ah, c'est excellent. Et j'allais justement te demander si il y avait des endroits où trouver des bons outils de simulation, tu vois. Et en fait, là, tu viens de me donner un, un outil qui est Ah finalement bah c'est le fourni par l'État, quoi. ouais. Bah, je veux dire, c'est le meilleur, hein. Leur simulateur, Ouais. on va dire au niveau simulation. Moi, j'ai un simulateur sur mon site d'impôt, donc qui sort en septembre, qui est juste. Mais après, comment on peut dire, celui de l'État, donc le simulateur impôt Gouv et le simulateur qu'on aura en ligne en déclarant tout simplement. Ils ont un simulateur impôt Gouv aussi là, hein, qui est. Tu Mhm. tapes simulateur impôt Gouv, tu peux remplir toutes les cases. Et là, c'est un outil qui est super, hein. Moi, j'utilise tous les jours, hein. Donc, ouais, le meilleur simulateur du monde, il n'y a pas de souci, c'est celui du gouvernement. Il sort mi-janvier. Tu peux remplir autant de fois que tu veux, faire des tests, remplir les cases. C'est le meilleur, hein. Et après, quand tu es en Ouais. ligne, bah, tu peux faire autant de simulations que tu veux et c'est le même en fait, hein. D'accord. Tu parlais, juste pour revenir sur ce que tu disais au début de l'entretien, quand tu disais que tu pouvais finalement, tu avais vachement de temps, tu pouvais faire beaucoup d'itérations, de nouveaux, nouvelles déclarations pour voir si tu pouvais, bénéficier de corriger finalement ton impôt. Tu peux le faire autant de temps que tu veux. Enfin, Ouais. est-ce que par exemple, tu vois, si tu fais une déclaration, enfin justement, juste pour tester, si tu coches et décoches cette case et que finalement le fisc peut, à partir de quand le fisc va prendre ta déclaration Il comme prendra ok, la c'est celle que tu dernière. veux. Ah, tu peux en faire Mais autant que tu veux, hein. C'est-à-dire que moi, je vais jusqu'au bout, je la valide. Du coup, sur ton espace, tu vas même voir ah dans tu les documents tout ce que tu as validé, comme si c'était d'accord. fini. Puis si tu corriges et que tu en refais une, bah, ils vont réapparaître. Ah ouais, non, tu peux en faire autant que tu veux, hein. Il n'y a pas de. Et d'ailleurs, je vois des fois des gens qui sollicitent ou des amis qui en. C'est marrant parce que tu peux aller dans leur rubrique documents et tu vois qu'ils ont validé plein de déclarations sur. Ils en ont validé 10, tu sais qu'eux, ils ont galéré, quoi, ou qu'ils ont fait plein de tests. Mais du coup, tu peux t'en faire autant que tu veux. Ce qui sera gardé, c'est la dernière. Ouais, mais si la dernière, si ouais, c'est quoi justement la dernière? Excuse-moi Bah, de la revenir là-dessus. plus. Comment dire, le jour où t'en fais une et que tu n'y touches plus, c'est celle-ci qui va être validée. Il y a un temps à partir du moment où le fisc dit ok, c'est la dernière pour Ah lui bah à ou la fin des, comment dire, ça finit le 8 juin, je crois. Enfin, c'est selon les départements. C'est-à-dire que le service d'en ligne va couper. C'est la dernière que tu as faite qui va être retenue. Et ensuite, celle-ci, si tu veux la corriger, bah, il faudra attendre le 15 août pour en refaire une. ouais, mais si entre le 15 août et le 15 décembre, par exemple, tu en fais 3, 4, 5 Ah d'affilée non, juste là, pour. non, là tu corriges qu'une fois. Ah non, là, je veux dire, comment dire. Ouais, je reformule du coup. Pendant le service de déclaration en ligne, là, entre le 15 avril et comment dire, je crois que c'est 8 juin ou le 23 mai pour certains, etc. Là, t'en fais autant que tu veux. Vraiment, tu fais tous les tests du monde. La dernière que tu fais dans cette période, c'est elle qui va être retenue pour faire ton avis d'impôt de septembre. D'accord. D'accord. Ensuite, si tu te rends compte que tu t'es trompé, tu peux corriger soit en leur écrivant par recommandé, soit le 15 août, tu peux corriger en ligne. Mais le 15 août, quand tu corriges en ligne, tu vas en refaire une et à la fin, il va dire OK, on a pris en compte vos modifs, on refait l'avis d'impôt, tout ça, et puis voilà, tu t'en refais pas 50, hein. Donc c'est juste Ouais, dans donc cette là, période-là où tu peux te lâcher. Après, ouais. non, tu corriges en one shot. Ouais. Ah ouais, non, bien sûr, tu fais bien de le dire. Il y a une fenêtre de tir là pour faire des tests, c'est entre Ah bah avril là, et tu juin. vois, ouais. Ouais, Ouais. Et d'accord. sinon, il y a le Ok, ok. simulateur ImpôGouv, un Ouais. peu plus complexe à appréhender, mais on retrouve les mêmes cases. Ils ont un modèle complet où tu peux tout remplir. Et ça te sort tout, hein, le taux à la source, l'impôt, tout ce que tu veux, quoi. Ok, ok. Bah écoute, c'était très, très intéressant tout ça et je pense que ça Ouais, donne il plein n'y a de plus qu'à. contenu à Ouais. valider. Il n'y a plus qu'à exactement. Est-ce qu'il y a des trucs majeurs qu'on aurait oublié sur ce thème-là, en fait, de naviguer la fiscalité? Bah, oublier, oui, on peut pas être exhaustif, hein, là. On pourrait faire des journées entières de visio. Non, là, comme ça. Oui, il y a encore Et, plein de et- choses à dire, hein, je veux dire, hein. Il y a plein de niches fiscales à connaître. Non, l'important, c'est ouais. vraiment de se renseigner, je pense, hein. Soit par mon site ou autre, il faut aller passer du temps. Mais ouais, il y a Et plein de alors, choses à. Il y a tellement de choses à dire.
Qu'est-ce que tu veux que je... Je vois bien que tu es Ouais, en peine, non ouais, il mais... y en a trop, il y en a trop. Ouais, ouais, bon, on pourrait détailler des Euh, niches fiscales, voilà. Global, il y en a encore plein, hein. C'est vrai qu'on n'a pas ouais, parlé des situations familiales, des... ouais. Bon, je peux t'en lister encore deux, trois corrects, mais voilà, dans l'ensemble, je veux dire, l'idée, c'est de vraiment... Il faut moi, je dis, refuser la déclaration automatique, hein, ça, c'est vraiment important. Ne Mhm. pas, voilà, ne pas subir, hein, vraiment, renseignez-vous. Je veux dire, peut-être la seule situation, même pas, hein, enfin, je vois, il y a tout le temps une optimisation à faire, quoi. À moins que vous soyez célibataire sans enfant, que vous ayez que des salaires et que vous habitiez à 2 minutes à pied de votre lieu de travail, il y a sûrement une optimisation à faire, il y a quelque chose à connaître, quoi. Yes. Donc ouais, Jean-Noël nous dit dans le chat, il y a le quotient, il y a plein de choses, voilà, on pourrait parler du quotient. Je pense aux gens qui se paxent, il y a les gens qui divorcent, il y a des optimisations partout, quoi. Les micro-entrepreneurs, tout le monde a des astuces, quoi, au final. Et en Je termes pense que de, c'est... et ouais, alors justement en termes de recherche documentaire et de ressources que tu pourrais conseiller, donc il y a effectivement ton blog qui est un énorme. Ouais, euh, bah j'essaie d'être complet là-dessus, du coup, hein, d'avoir tous les articles sur le sujet. il y a d'autres choses que tu conseillerais en fait, Après, qu'est-ce d'autres que je ressources, conseille ouais. Bon, moi, j'utilise beaucoup le blog patrimoine. Là, c'est plus pour on va dire, ceux qui ont déjà un gros patrimoine ou autre, hein, Ouais. qui est tenu par Guillaume Fontenot. Donc, lui et moi, on se complète bien parce que lui, il a vraiment une vision un peu plus large et il est très fort sur des sujets plus techniques, quoi. Mhm. Donc, dès qu'on va parler SCI à l'IS, tu vois, ce genre de choses, les gros montages, tout ça, ou voilà, même les produits financiers, il connaît bien. Après, moi, je Ouais. t'avoue que qu'est-ce que j'utilise? Bah, non, je recommanderais vraiment le simulateur ImpoGouv, parce que Ouais. moi, je trouve que c'est un super outil. On en tire vraiment des bonnes simulations. Et après, je te conseillerais bien des concurrents, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'auras les mêmes articles sur mon site, donc je vais te conseiller de rester sur le mien. Ouais, si Non, c'est pour du après, voilà, sur copier-coller, ouais. des choses que moi je ne fais pas, effectivement, le blog patrimoine a beaucoup d'articles sur des sujets que moi je ne sais pas traiter. Et après, le problème, c'est au niveau de la location meublée, où là, moi, clairement, je vais rien avoir, hein, très peu sur la Mhm. location meublée, comme je t'ai dit. Mais là, je ne connais pas de site bien, ou ouais, j'ai jamais réussi à me renseigner correctement. Donc, c'est Mhm. pour ça que je recommande systématiquement un expert comptable si on est là-dessus. Mais après, normalement, sur le mien, vous pouvez tout trouver, j'ai rien oublié. Le site ImpoGouv, bien sûr, hein, ils ont maintenant des petites fiches sur chaque sujet qui tombent. Ouais. Alors, l'avantage de leurs fiches, c'est qu'elles sont très... C'est très clair, très limpide, ça va très vite, quoi. C'est en quelques lignes, donc c'est facile à lire et autres. La contrepartie, à l'inverse de mes articles, moi, où mes articles vont être beaucoup plus longs, c'est que bah, il peut manquer des infos. Je te prends l'exemple des frais réels. Sur le site des impôts, c'est bien fait, mais tu as les kilomètres, les repas. Alors qu'en vrai, si tu vas sur mon site, ok, tu vas lire pendant un quart d'heure, sauf que t'en as 20, quoi. T'as que mettre les repas, mais t'as le déménagement, le télétravail, les frais de pièces, les habits, etc. Donc voilà, c'est un peu c'est bien d'aller chercher un peu tout, quoi. Ouais. Donc voilà, au Bah non, niveau mais des sources c'est d'infos, super. ouais. Voilà comment je procède. Non, bah c'est cool. Bravo, bravo et puis merci hein, d'offrir tout ça parce que c'est quand même cool bah, de te pencher sur un truc qui est forcément pas un thème où tout le monde a Ouais, envie bah, d'aller. moi j'aime bien, donc ça va. Ouais, ah, Ça me c'est fait cool. plaisir. Bah non, merci à toi du coup pour la sollicitation. Et l'interview, c'est vrai que c'est un format sympa aussi. Un peu un nouveau contenu, c'est cool aussi, oui. C'est ça. Ouais, bah ouais, carrément, carrément. Et où est-ce que les gens peuvent te rejoindre prioritairement? Enfin, c'est quoi les principaux canaux pour te retrouver? Bon, alors, là, ça va être sur Twitch, hein, je pense, cette année. Je vais faire des. Je vais continuer. C'est la nouveauté, là. Moi, ça me plaît bien, donc je vais le faire. Donc, les live Twitch. Alors, c'est vrai que Ouais, au niveau des horaires, malheureusement, hein, j'essaie entre midi et deux. Là, je vois que c'est ce qui marche le mieux. ouais, Effectivement, j'en ai fait un dimanche à 20 h, il y avait plein de monde, mais ça va être compliqué pour moi d'être Donc, de temps en temps, j'essaierai. ouais. Mais en direct, clairement, c'est Twitch. Et moi, j'aime bien, tu vois, avoir les questions dans le chat, pouvoir répondre. C'est vraiment, c'est un format que j'aime bien. Après, sinon, sur le site, c'est que des articles écrits, hein. Donc, il y a la chaîne YouTube où il y a les replays. Mais si vraiment pour interagir, il y a Twitch qui est vraiment bien. Mais derrière, D'accord. comment dire? Derrière, c'est à travers mes guides. C'est-à-dire, j'ai un guide sur le Pinel, un guide sur la location vide et un guide qui regroupe toutes les astuces des impôts.
Mais dans de la prestation directe, comme ça, non, j'en ferai pas, hein. Des fois, je fais des formations par téléphone, mais là, dans cette période, c'est clairement pas possible, hein. Ouais, Enfin, je te l'ai dit, on est dans un. Bon, il y a 80% des vues en ce moment. On va parler de 300 000 visiteurs par jour, donc c'est pas possible. Je peux pas. Donc sur Twitch, tu vois, j'aime bien parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Donc, tu vois, je veux dire, même si sur le site, il y a 50 000 visiteurs dans la journée, sur Twitch, on est 100, quoi, ou 10. Donc, je ouais, peux discuter, je peux interagir. Et tant que ça reste familial, je pourrais répondre aux questions comme ça. Moi, je trouve ça sympa, en tout cas, ça me plaît, quoi. super. Et bah, les gens qui écoutent, du coup, faut se presser pour être dans les premiers encore Ouais, on tant peut que le groupe voir. reste raisonnable, quoi. Ouais, je suis pas. Je pense que ça reste un média qui est pas trop connu, quoi. Donc, ouais, quand tu mets une OK. vidéo sur YouTube ou quand tu écris un article, tout de suite, il y a des milliers de vues. Et sur Twitch, ça reste. Faut créer un compte, les gens connaissent pas trop. Donc, j'ose espérer Ouais. que ça va rester tranquille jusque. On verra, hein, du coup, on verra. Je vais faire quelques lives. Mais... Faut s'appeler Samuel Etienne, quoi. Voilà, Ou quoi. voilà, ouais, bon, ouais, lui, il est dans un autre monde. Tant qu'il n'y a pas de raid de Samuel Etienne, ça va. Et même lui, hein, tu vois, Samuel Etienne qui a. D'ailleurs, je crois qu'il fait un Twitch en ce moment, tu vois, je peux aller voir, mais c'est comment dire, c'est un bon exemple parce que lui, il est connu dans toute la France. Il a je ne sais combien de centaines de milliers de personnes qui le suivent sur Twitch, mais à chaque live, ils sont 3 4 000 en finale. Mmh. Et tu vois, ça reste très raisonnable au final, hein, pour Ouais, quelqu'un qui ouais, a ouais. toute la France qui le suit. Donc, je pense vraiment que c'est un média qui est pas mal pour échanger, quoi. Ouais, plus intimiste, quoi. Ouais. Oui, voilà, il y a moins de, moins de professionnels encore là-dessus. Bon, bah, c'est cool. Bah, merci beaucoup à toi pour ton temps. On salue, Oh, bah, Jean merci à toi, du coup. Didier et C'est on s Jean-Noël. Je vais envoyer un Jean-Noël et message à Jean-Noël Didier. Je vais appeler Jean Didier maintenant. Je te ouais, donnerai son contact si ça t'intéresse. Ça peut être pardon. intéressant. Ouais. Ouais, bah, on passe le bonjour à Youssef et Jean-Noël, du coup, qui Ouais. sont, sur le chat. Ils sont restés Et puis, jusqu'au bout. bah, ouais, et puis, bah, je te dis à très bientôt. Ok, ça marche. Bah ouais, je te souhaite aussi une bonne fin de journée. Merci à toi. Et bon, on échange après, hein, si tu veux, du coup. Ouais, On bien voit sûr, après pour le live. On en ça reparle. marche. Salut Thibaut, Vendu. merci. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Ciao, ciao. Hop. Alors, est-ce que je peux me remettre? Vous voyez plus rien. Je vais remettre la caméra. Bah merci Youssef et Jean-Noël d'être restés. Hop. Malheureusement, pour ceux qui arrivent après entre midi et deux, pour moi ça va être tout. Donc prochain live, je pense, peut-être j'essaierai d'en faire un demain, puisque là on voit que le temps n'est pas trop au rendez-vous. On va faire hop. Allez, je vais remettre ça en place. Bah, merci en tout cas à ceux qui vont regarder, surtout en replay, j'imagine. Et puis, j'essaierai peut-être de repasser demain entre midi et deux, c'est pas certain. Sinon, la semaine prochaine, bah, le lundi, comme d'habitude, hein, réponse aux questions entre midi et deux. Le 14 avril, j'ai pas encore la date, mais il y aura encore un échange comme ça avec le site Portail Auto-Entrepreneur. Donc, on parlera fiscalité des micro-entreprises. Et je ferai un petit message, mais le 15 avril, ce sera la même chose, mais sur le blog de Guillaume Fontenot, du coup, pour un topic sur les revenus immobiliers. Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis à bientôt.